Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en tout cas sur les antennes de Bâti Radio et Radio Territoria. Nous sommes ravis de pouvoir vous faire vivre cette 4e date de la tournée Renault Days, Renault Tour by Renault Days, dans le cadre du forum qui aura lieu les 7 et 8 octobre prochains. Ce sera à Paris, porte de Versailles, au Parc des Expositions. Et pour cette 4e date, eh bien, nous sommes ici à Rennes, au Mama Shelter. Merci d'ailleurs aux équipes ici sur place pour leur accueil. Et merci également au public pour son attention. Vous pouvez vous applaudir. Bienvenue à vous. Merci de votre attention et n'hésitez pas d'ailleurs à rebondir sur les échanges que l'on va pouvoir avoir à l'occasion de cette seconde table ronde, puisque vous pourrez effectivement en fin d'émission, en fin de table ronde, poser vos questions et évidemment on les relaiera. Nouvelle table ronde donc et focus sur des solutions innovantes en local, toujours dans le domaine qui nous concerne, la rénovation énergétique. L'occasion aussi peut-être de s'arrêter sur des cas pratiques, d'évoquer évidemment aussi des retours sur expérience. Je vous présente mes deux invités. Alice Martin, bonjour. Bonjour. Approchez-vous bien du micro. Bonjour. Vous êtes chef de projet à la HLM. Bienvenue. Merci d'être présente. Romain Lebar, bonjour. Bonjour. Thermicien, Point P, Bretagne et en Pays de la Loire. Bienvenue également à vous. Bienvenue à tous les deux. Et tout à l'heure, donc, vous serez amenés évidemment à répondre aux questions du public. Peut-être une première question pour commencer. Selon vous, aujourd'hui, quel est le principal frein rencontré sur le terrain pour réussir une rénovation énergétique performante ? Alors, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé lors de cette première table ronde. On a parlé des acteurs. Les acteurs, effectivement, ont un rôle essentiel dans la massification de la rénovation énergétique. Et on a également parlé dans la première table ronde des aides financières et de la réglementation. Et effectivement, là, on a un cadre qui s'impose, le cadre incitatif, celui d'inciter les ménages à acter la rénovation énergétique. Et on a un cadre structurant qui est réglementaire qui, lui, ce cadre-là, va donner la dynamique, le tempo à la rénovation énergétique, bon gré mal gré, je dirais. Quoi qu'il en soit, effectivement, chaque acteur, nous, en tant que distributeurs de matériaux, on a un rôle aussi. Et ce rôle va être celui de proposer aux artisans, aux clients finaux, une solution des produits les plus adaptés selon les typologies de rénovation énergétique. On ne va pas rénover de la même manière une maison individuelle des années 70 qu'un corps de ferme. On va également, on en a beaucoup parlé, entendu parler, mais c'est du conseil, c'est de la formation, de l'information à nos artisans en permanence. Tout évolue très vite et il faut garder en tête à chaque fois ces évolutions. Et enfin, de notre côté, de notre rôle de distributeur de matériaux, il faut structurer au mieux, utiliser notre réseau pour amener les produits innovants, on pense aux biosourcés, dans nos agences. Et on va en parler tout à l'heure, évidemment, des produits innovants que vous proposez. Même question, finalement, Alice Martin. Quels sont aujourd'hui les principaux freins, ou le principal frein, en tout cas, rencontré sur le terrain pour réussir une rénovation énergétique performante ? Alors, pour les organismes HLM, effectivement, il y a pas mal de freins qu'on a pu identifier. Notamment, on va tout d'abord dire les freins financiers, parce qu'on ne se cache pas, on est dans un contexte économique contraint. Donc, bien évidemment, il y a tout l'aspect financier qui constitue un frein important. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, la question de la main-d'œuvre, parce que même si demain on avait tous les financements par rapport aux enjeux massifs qui sont devant nous, et notamment la stratégie nationale bas carbone, on en parlera tout à l'heure. Nous, c'est plus de 3000 logements par an à réhabiliter de manière performante. Évidemment, c'est aussi la main-d'œuvre disponible pour réhabiliter massivement les logements. Donc, effectivement, on va dire ce cercle un petit peu compliqué entre main-d'œuvre et puis freins financiers. Alors, pour y voir un peu plus clair et puis pour poser le contexte aussi un petit peu, ça représente quoi aujourd'hui le parc HLM en Bretagne et quels sont finalement les enjeux énergétiques pour ce qui le concerne, quoi ? Alors, la HLM Bretagne, c'est 32 bailleurs, 190 000 logements à l'échelle régionale. On produit chaque année plus de 5 000 logements, dont 1 000 en accession sociale à la propriété. Donc, en fait, on peut considérer qu'on a un très gros promoteur, 5 000 logements par an, c'est pas rien. Et on investit chaque année plus d'1,2 milliard dans la construction et la réhabilitation. Ce qu'il faut noter, c'est que les organismes HLM ont un rôle contracyclique, c'est-à-dire qu'on est toujours là. On ne suit pas forcément les rythmes du marché, etc. Donc, par notre rôle contracyclique, les entreprises savent qu'elles auront toujours, en fait, des marchés, puisqu'on suit un rythme annuel en termes de réhabilitation, un rythme annuel en production.
Donc on est quand même des acteurs, on va dire, historiques et pérennes, voilà, sur le terrain. Alors vous avez donné un chiffre, je voudrais qu'on rebondisse dessus. Vous parliez de 3000 logements sociaux par an pour respecter la fameuse stratégie nationale bas carbone. En quoi finalement votre programme de massification va contribuer, lui, à atteindre finalement cet objectif qui est fixé? Alors pour bien comprendre, en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que le parc social en Bretagne est plutôt récent et plutôt en bon état par rapport à la moyenne nationale. Donc on pourrait dire, bon, en fait, on a le temps, on est plutôt pas mal. À titre d'exemple, par exemple, on n'a quasiment plus de F et G dans le parc social. On a seulement 10% des logements qui sont classés E en logement social et le reste est en A et B. Donc en fait, on pourrait dire, bon, bah, nous, on va dire la décence énergétique, c'est pas un enjeu majeur puisqu'on sait qu'on va l'atteindre. Par contre, la SNBC 2050, on a un peu de temps. Eh ben non, pas du tout. Parce que si plus on attend, plus ça va coûter cher, plus on va se prendre un mur en 2034 et plus on risque d'avoir du mal à la fois à embarquer les entreprises, parce qu'en fait, c'est toute une logique aussi d'une filière globale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les organismes HLM lancent les commandes, il faut que les entreprises puissent avoir un signal d'appel suffisamment fort pour pouvoir y répondre. Donc en fait, c'est tout ça aussi l'enjeu pour les organismes HLM, c'est de pouvoir avoir, en fait, on va dire, des entreprises qui puissent répondre aux attentes des organismes HLM par rapport au patrimoine HLM qui, on va dire, est plutôt en bon état. Mais en tout cas, atteindre l'objectif, c'est possible. C'est possible et c'est tout l'enjeu en fait de nos programmes de massification parce qu'en fait, on s'est dit, comme on a très peu de logements classés F et G, on n'a pas de passoire énergétique, comment on fait pour cet avantage-là. Pour réhabiliter de manière massive. Et nous, l'enjeu, il est principalement sur les logements classés D. Et ce qu'il faut savoir, on parlait de financement tout à l'heure, nous, le logement classé D n'a pas de financement. On sort de tout dispositif national, etc. Donc, en fait, on s'est dit, il faut qu'on compte sur nous-mêmes, il faut qu'on s'organise. Et donc, c'est tout le principe de notre programme qui repose, en fait, sur un groupement de 7 bailleurs qui vont définir, on va dire, des typologies identiques pour lancer un marché uniforme à l'échelle régionale. Alors, votre projet, il s'inspire de la démarche néerlandaise Energy Sprong. C'est un modèle donc de rénovation rapide et garantie. C'est important de le préciser. Qu'est-ce que vous avez choisi d'en garder et comment est-ce que vous l'avez finalement réussi à l'adapter au contexte breton ? Alors, on va dire qu'on a gardé l'esprit, c'est-à-dire que quand on parle d'Energy Sprong, on parle de standardisation. Donc, on a gardé cet esprit-là, une uniformisation, standardisation, avec des kits de travaux standardisés permettant de massifier. Donc ça, on a gardé le cahier des charges sur ce volet-là. Par contre, on a sorti tout ce qui était financièrement trop inatteignable, on va dire, donc le égale 0, c'est-à-dire que le logement ne doit pas consommer plus qu'il ne produit. Et puis surtout, on a sorti la garantie sur 30 ans, parce que le cahier des charges Energy Sprong, ça devait être une garantie sur 30 ans, pour, on va dire, offrir un bouclier énergétique aux locataires, mais qui dit garantie sur 30 ans dit un coût exorbitant aujourd'hui, parce que c'est pas forcément dans les pratiques actuelles, on le sait bien. Donc nous, on a adapté le cahier des charges Energy Sprong aux capacités à faire des entreprises, mais également des organismes HLM. Et vous ciblez, je crois, essentiellement des petits immeubles, 3 étages, 6 étages. Tout à fait. En fait, on a fait le choix de ne cibler qu'une seule typologie de parc, les petits et moyens collectifs qui vont de R+3 et R+6. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est dit, par quoi on commence en fait ? Comment est-ce qu'on enclenche cette première marche de la massification ? Et donc, on a fait le choix de faire un sourcing opérationnel. C'est-à-dire que nous, on est parti déjà, en premier temps, on est parti voir les entreprises. Qu'est-ce qu'elles étaient en capacité de nous proposer ? Et quand on a vu qu'elles étaient matures sur les petits collectifs R+3, R+6, on s'est dit, banco, on va aller flécher ce patrimoine-là. Et à partir de là, on s'est dit, on va pouvoir avoir quelque chose quand même de soutenable financièrement et avoir des solutions qui soient déjà intéressantes parce qu'elles auront déjà été réalisées par les entreprises. Et après, vous pourriez vous adresser à d'autres cibles ? Oui, alors après, on a bien évidemment pensé aux logements individuels. On peut avoir aussi les logements de plus grande hauteur. Mais là, bien évidemment, il faut des avis techniques, il faut aussi des avancées technologiques qui sont encore au stade d'innovation, on va dire. Vous proposez aussi vous en avez parlé rapidement, mais des kits de travaux standardisés. On peut expliquer concrètement de quoi il en retourne, comment ça marche en fait ? En fait, pour faire simple, la SNBC, on sait bien, c'est atteindre le niveau étiquette B en moyenne. Donc l'objectif, c'est de se dire, comme vous l'avez dit, soit en une étape, on cherche l'étiquette A ou B, soit en 2 étapes, on vise uniquement l'étiquette C dans un premier temps et ensuite on va chercher l'étiquette B. Et nous, on va juste appliquer des kits de travaux permettant d'atteindre soit l'étiquette A, soit l'étiquette B, soit l'étiquette C. Et on va juste demander en termes de garantie de réalisation ces étiquettes DPE et les entreprises pourront s'organiser pour nous proposer en fait des solutions innovantes au regard de ces éléments-là. Nous, on met pas en fait d'exigences trop ambitieuses, on met des garde-fous. Voilà, on sait ce qu'on veut pas, mais ce qu'on veut surtout, c'est pouvoir atteindre la SNBC de manière assez simple et pragmatique. Garantie de performance sur 5 ans au lieu de 30. Voilà, c'est ce que je disais, adaptation du cahier des charges initial Energy Sprong, parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas payer 3 fois une pompe à chaleur. Quand vous garantissez sur 30 ans, une pompe à chaleur 6-10 ans, vous la payez 3 fois.
Ouais, donc vous expliquez clairement pourquoi ce choix. Comment là aussi réagissent les entreprises avec lesquelles vous pouvez nouer des liens? C'est très simple. Pourquoi les garanties sur 5 ans? Ce sont les entreprises qui nous ont dit aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on a une capacité de garantir 5 ans, 30 ans. Quel est entre guillemets, quel est l'intérêt si on voit que ça fonctionne au bout de, si ça fonctionne au bout de 5 ans, ça fonctionnera demain au-delà des 5 ans. Donc en fait, c'est ce que je disais, on est parti d'un sourcing opérationnel, des solutions identifiées par les entreprises, et dans le cas de notre sourcing et de nos questionnaires, on a posé cette question de la durée de la garantie, en fait, et elles nous ont dit 5 ans, ça nous paraît raisonnable. En quoi finalement cette démarche Energy Sprong est si innovante que ça? Alors, elle n'est pas tant, on va dire, elle n'est pas innovante tant dans la recherche de la performance énergétique, parce que maintenant, je pense qu'on est tous capés pour répondre à l'objectif 2050. C'est pas tant les technologies ou la technique, on va savoir faire. C'est la manière de s'organiser. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de groupement d'entreprises, et là, on parle effectivement d'un côté de la maîtrise d'ouvrage qui s'organise, c'est-à-dire qu'elle se réunit on a 7 bailleurs qui se réunissent collectivement pour acheter groupés et en commun. Donc, c'est quelque chose qui est très nouveau. Il faut qu'on s'organise. Il faut définir un véhicule d'achat permettant de lancer une commande groupée. Donc ça, c'est innovant. Et puis, en face, il faut qu'on ait des entreprises qui sont capables de se regrouper pour pouvoir proposer des solutions globales. Donc c'est un groupement d'entreprises. Ça peut être des PME, des EG, un mainteneur, un exploitant. Enfin voilà, un groupement qui puisse être en capacité de présenter des solutions globalisées. Quand on a préparé aussi cette table ronde, vous m'avez dit que vous mettiez en avant la sobriété technologique. Est-ce qu'on a un exemple comme ça de solution low-tech, entre guillemets, qui est intégrée dans les cahiers des charges, tout simplement? Oui, voilà, tout à l'heure, je parlais de garde-fous. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait qu'on peut atteindre la SNBC en suréquipant les logements. Par exemple, on peut mettre des packs, des ballons de chaude thermodynamique, etc. Mais in fine, derrière, on a des locataires avec des revenus qui sont plus que modestes. Donc la maîtrise des charges pour nous est un enjeu majeur, voire central. Donc on va d'abord privilégier l'isolation, le travail sur l'enveloppe, le travail du mix énergétique, avant d'aller suréquiper les logements, parce que in fine, c'est le locataire en fait qui va payer des charges d'entretien derrière. Donc on va être très vigilant à ça. Histoire de se projeter comme ça, vous pouvez nous donner un nom, un lieu de bâtiment comme ça sur la métropole? Alors, on a 580 logements qui sont déjà identifiés en termes de priorité. Je ne vais pas vous donner des noms de bâtiments parce que ça ne vous parlerait pas, mais juste vous dire quand même que tous ces logements sont répartis de manière uniforme à l'échelle régionale, qui sont dans les villes type Rennes, Vannes, Lorient, Brest, plutôt dans des secteurs périurbains, des petits collectifs, R+3, R+6, que vous pouvez croiser un peu partout dans le parc social. Et après 2 ans de préparation, finalement, avec les bailleurs, est-ce qu'il y a des enseignements déjà à en tirer, des améliorations peut-être aussi? Alors en enseignement, oui, on en a plusieurs. C'est tout d'abord, c'est un peu le mot d'ordre un peu qu'on a là actuellement, c'est simplicité, pragmatisme et opérationnalité. C'est vraiment ça qui nous guide, c'est-à-dire que on n'aurait aucun intérêt à faire un programme tellement innovant que personne pourrait y répondre, ou un programme tellement innovant qu'on n'en ferait qu'un parce qu'on n'aurait pas financièrement la possibilité d'en faire d'autres. Nous, ce qu'on vise, c'est un premier marché, mais qui permette par la suite de lancer quand même un système pérenne à l'échelle régionale et enclencher tout un nouvel écosystème. Donc, on travaille forcément en partenariat avec la CAPEB, avec la FFB. On accompagne aussi les entreprises à ces futurs groupements en lien, par exemple, avec notre partenaire Batilab. Voilà, c'est un travail partenarial à l'échelle d'une région. La rénovation énergétique, ça part de l'habitant, ça part de l'humain. Finalement, qu'est-ce qu'ils peuvent en attendre en termes de bénéfices concrets, les locataires, pardon? Alors, ils peuvent en attendre un bénéfice concret, tout à fait un confort d'usage, parce qu'on a des locataires, par exemple, qui n'ont pas les moyens de se chauffer, donc du coup, on leur apporte, via des travaux très performants, un confort d'usage qui permet de leur retrouver la moyen de se chauffer. On peut aussi leur apporter un bouclier énergétique, c'est-à-dire que si on n'avait rien fait, ils auraient vu leur facture énergétique flamber. Alors, on ne parle plus de diminution de charge par rapport au coût de l'énergie, on parle d'une maîtrise des charges, c'est-à-dire que si on n'avait rien fait, leur charge aurait flambé, donc on travaille là-dessus. Oui, effectivement. Romain, je me tourne vers vous, thermicien, Point P, région Bretagne et Pays de la Loire. En quelques mots, on peut rappeler le rôle de Point P aujourd'hui justement dans le domaine de la rénovation énergétique? Bien sûr. Donc Point P en marque Saint-Gobain est un acteur clé avec en France plus de 1000 agences et pour 10 000 collaborateurs. Et en tant que leader, on joue effectivement un rôle essentiel dans la massification de la rénovation énergétique, en facilitant cette connexion entre les acteurs, les industriels qui vont fabriquer des produits innovants, les artisans qui vont les poser, et forcément les clients finaux, le ménage qui lui va vouloir ces produits pour leurs besoins.
Donc, à partir de là, on va se reposer sur 3 actions dont la première, justement, ça va être de faciliter l'accessibilité de ces matériaux, dont les matériaux biosourcés, à nos agences pour les artisans. Donc, pour ça, il faut comprendre qu'on a un réseau composé de 130 agences dans la région Bretagne-Pays de Loire. Et la volonté, c'est de créer un bassin commercial. Pour chaque bassin commercial, c'est de créer une agence experte. Et cette agence experte, elle aura cet avantage de répondre pour nous à deux défis logistiques. Le premier, c'est un défi de stockage de matériaux volumineux. Et le second, c'est le défi de l'entreposage, de mettre à l'abri des intempéries, justement, ces produits. Ainsi, ces agences expertes pourront délivrer au mieux les produits aux agences dans un secteur donné. Oui, continue, allez-y. Bien sûr. Le deuxième point, c'est celui justement d'accompagner nos artisans sur l'offre produit et les modes de pose. On en a parlé, on en parle depuis tout à l'heure. Les modes de vie changent, les produits évoluent, les réglementations évoluent. Et à partir de là, on a axé l'accompagnement de nos artisans sur des actions concrètes sur les informations et le conseil. Donc, quelques exemples. L'année dernière, on a mis en place une tournée Action Rénovation Énergétique. Donc, c'était une tournée nationale de plus de 100 dates où on a pu rencontrer les équipes Point P, plus de 3000 clients sur le thème de la rénovation énergétique et des évolutions réglementaires. Nous avons aussi à disposition des maquettes. Nous avons mis à disposition des maquettes dans la moitié de nos agences. Ces maquettes mettent en place les produits dans les parois, avec leur système de pose et avec un complément d'information réglementaire, avec les résistances thermiques minimales, etc. Oui, j'ai vu que vous aviez sorti un guide aussi qui était dédié aux matériaux biosourcés. Tout à fait. Tout à fait. Ça fait exactement. Ça fait partie de l'accompagnement où on vient proposer un guide de matériaux biosourcés et éco-conçus qui permet, parmi toute cette masse d'informations, de faire un peu le tri et le choix sur les matériaux essentiels. Alors, si on prend des exemples de solutions innovantes, j'ai vu que vous proposiez par exemple un ciment sans calcaire, donc décarboné. Tout à fait, qui s'appelle Carbicrete. Donc ça, c'est du côté de notre industrie où effectivement, on se place parmi la construction de faire des ciments décarbonés pour répondre aux enjeux justement de la RE 2020 et aussi dans la construction avec l'empreinte carbone. Des ciments qui ont été utilisés aussi sur des chantiers en Bretagne, par exemple ? À ma connaissance, je ne sais pas. D'accord. Mais nous avons aussi, par exemple, la création d'un parpaing rectifié qui est de Génébloc, qui lui a une empreinte carbone beaucoup plus faible du fait de sa pose en pose collée, grâce à sa rectification. Il y a la technologie aussi Terlian qui permet de transformer des terres d'excavation, c'est ça, en matériaux de construction. Tout à fait. C'est Terlian, c'est un procédé, c'est une innovation brevetée Saint-Gobain, commercialisée par Point P, où il s'agit d'utiliser des terres d'excavation de carrière pour les incorporer dans les structures d'ossature bois. Donc là, l'avantage, c'est d'apporter dans ces structures un confort d'été, une inertie. On sait bien que le confort d'été va devenir un enjeu de demain, s'il n'est pas déjà actuel. Et la terre agit aussi comme un véritable poumon puisqu'elle régule l'humidité intérieure. Donc elle a aussi cette notion de confort hygrothermique qu'on appelle ça. Vous répondez finalement aussi aux enjeux, aux objectifs actuels en termes de réemploi aussi des matériaux. Exactement, ça fait tout à fait partie d'une circularité, d'une économie circulaire, en réutilisant de la terre de sites qui se veulent au plus proche du chantier en question. Alors j'ai vu aussi que vous développiez un simulateur de consommation énergétique
Là aussi, ça s'adresse à qui? Et puis comment ça permet finalement de faire les bons choix? Parce que c'est ça finalement l'objectif. Exactement. Donc là, vous parlez de Cap Rénov+. Oui. C'est un logiciel créé effectivement par le groupe. Il a pour but de réaliser des simulations de rénovation énergétique de manière très simple et pédagogique, dans le but de proposer des scénarios de travaux. Donc, tout à l'heure, on parlait de travaux monogestes, de travaux par étapes et de rénovation globale. Bon, typiquement, on est sur les cas-là, on peut faire les trois. On a 3 types de scénarios. Il faut savoir que ce logiciel-là a été certifié pour les auditeurs énergétiques. Donc, il est tout à fait, les auditeurs énergétiques l'utilisent dans leur audit énergétique. Est-ce qu'on peut partager, histoire de se projeter un petit peu, un cas concret en Bretagne où une solution biosourcée ou innovante aurait pu être utilisée et à succès? Bien sûr, si on reprend notre procédé Terlian, on va pouvoir le retrouver à Mélionnec, dans le Morbihan, dans les Côtes-d'Armor, dans une auberge où là on a pu projeter le procédé Terlian dans des murs ossature bois. Donc, je fais un petit focus sur quelle est la composition en fait de ce mélange. Donc, il s'agit, on en a parlé, de la terre d'excavation de carrière. Il est à rajouter à cela de la chêne vote et un liant bas carbone. Donc, ces trois ingrédients nous font cette terre qu'on peut projeter et qui vont apporter justement ce confort. On a également des murs en maison individuelle. Donc là, on a des maisons, on a une quarantaine de dossiers de chantier dans toute la France qui ont été réalisés. Et on en a d'autres en cours actuellement. On en a en Côte-d'Armor, on en a dans le Morbihan. On a aussi, avec le même procédé, on a des carreaux de terre qui là vont venir en doublage intérieur pour directement apporter ce confort dans l'habitation. Est-ce que vous constatez comme ça une évolution finalement dans la demande des professionnels bretons en matière de matériaux durables? Est-ce que ça c'est une vraie demande? Il y a une vraie prise de conscience et une envie derrière d'avoir recours à ce type de matériaux? Oui. Quand on parle de terre projetée, on va intéresser tout ce qui est construction ossature bois, où le phénomène est connu des problèmes de confort d'été suite à un manque de déphasage. Les architectes vont être fortement intéressés pour apporter du confort intérieur par le biais de matériaux géosourcés et biosourcés. Donc oui. Et vous donnez aussi des conseils aujourd'hui à un acteur public ou privé qui voudrait justement, dans le cadre de ces chantiers, intégrer davantage de matériaux durables? Alors, bien sûr, on accompagne dans tous nos projets tous les acteurs, autant les architectes que les artisans, puisque notre volonté, justement, c'est de retrouver par le biais de projection de terre, c'est de ne pas déroger, de ne pas créer un nouveau métier. C'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle les mêmes machines que vont utiliser les enduiseurs. Donc là, à partir de là, on ne change pas les métiers, on réutilise ce qu'ils savent faire déjà. Donc, on a aussi des formations. On préconise des formations où on vient justement les habiliter à projeter la terre, effectivement. Alice, comment est-ce que vos actions finalement tiennent compte aussi de l'expérience du locataire? Parce que c'est bien ça finalement, in fine, le plus important aussi. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le locataire, bien évidemment, est au cœur de nos enjeux. Ça remet un peu tout le monde à sa place en disant pourquoi est-ce qu'on fait tout ça et à quoi servent nos travaux. Donc bien évidemment, le locataire au cœur de nos préoccupations. Et comme je le disais, nous, on favorise la sobriété technologique. On va d'abord travailler sur l'isolation pour lui apporter du confort. Et vous parliez des écomatériaux, bien évidemment, c'est un enjeu également pour nous, comme tout ce qui est matériaux biosourcés, etc. Je ne l'ai pas dit, mais dans le cahier des charges qu'on va sortir, bien évidemment, ces points-là seront importants parce que ça amène aussi du confort pour les habitants. Romain, pareil, comment est-ce que vos actions tiennent compte de l'expérience cette fois des professionnels, des artisans?
Alors, on demande un retour d'expérience sur chaque chantier, par exemple avec notre procédé Terlian. Nous sommes bien sûr, quand on a un chantier de rénovation, on va demander le besoin client. Donc c'est très important. On en parlait. C'est bien beau vouloir une rénovation globale. Si le budget n'y est pas, si finalement ce que l'on souhaite, c'est juste sortir de passoire thermique, on va s'y adapter. Et c'est très important à partir de là de répondre à ce sujet-là. Merci tous les deux d'avoir répondu à mes questions. Et maintenant, je me tourne évidemment vers le public pour savoir s'il y a des questions éventuelles à poser à nos deux intervenants sur cette table ronde. N'hésitez pas, ne soyez pas timides. Tout à l'heure, il y a eu des bras levés pour la première table ronde. Est-ce que vous ferez aussi bien sur cette seconde table ronde ? Bonjour, AP2E, organisme de formation breton qui agit sur tout le territoire. Comment avez-vous procédé, là je m'adresse à Point P, pour pouvoir accompagner et transmettre auprès de tous vos pros toute cette complexité dont on parle pour arriver à avoir ce signe RGE? Donc, on a mis en place des services comme Objectif RGE, qui a pour but d'accompagner justement les artisans. On en parle aussi à travers de formations. Donc, tous nos collaborateurs sont informés sur la formation sur le label RGE. Parfait. Une autre question? Non? Ah, voilà. Vous pouvez vous représenter. Hugo Zambrand, du coup, prestataire certification. J'ai une question concernant la solution que dont vous avez parlé tout à l'heure sur justement la terre excavée que vous mettiez dans les parois. Vous avez calculé aujourd'hui l'impact carbone du coup de celle-ci qui pourrait du coup aider aussi les bailleurs à aller chercher les seuils en avance de phase pour aller chercher des aides financières. Alors, l'impact carbone est bon. Alors, maintenant que vous me parlez de ça, on est en cours de F2S. Voilà. Parce qu'actuellement, la seule F2S sur la terre qu'il existait, c'était la terre crue, mais avec un très mauvais bilan, étrangement. Donc là, effectivement, on est en train de la réaliser et on s'attend à des bilans plutôt positif, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à faible impact carbone. Donc, vous pourrez effectivement, on pourra communiquer sur ces bilans une fois la réalisation faite. Après, le procédé, quand on parle de murs de terre projetés, c'est un procédé qui se veut sur une paroi. Cette paroi, elle est sous avis technique d'exploitation. Donc, c'est une bonne chose aussi pour nos artisans, parce que ça veut dire que c'est assurable. Et donc, c'est sur la paroi entière qu'il va falloir calculer ce bilan carbone. Ça répond à votre question, Hugo? Parfait. Merci à tous les deux, encore une fois, d'avoir répondu à l'invitation. Merci également au public pour son écoute. Merci de votre attention. Ce programme est à retrouver en replay sur les antennes de Bâti Radio et Radio Territoria. Dans un instant, on enchaîne avec notre troisième et dernière table ronde qui sera consacrée à la formation, à la reconversion, au recrutement également dans le domaine de la rénovation énergétique. Restez avec nous. Merci de votre fidélité et à très vite. Ciao.